Bonjour, soyez les bienvenus sur ITW. C'est un nouveau rendez-vous avec. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Just-Saint-Rambert, une commune qui a fusionné en 1973 entre Saint-Just et Saint-Rambert, une population d'environ 15 000 habitants. Nous sommes aujourd'hui en mairie et nous sommes avec son maire, Olivier Joly. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir. On a de nombreuses questions, mais la première, elle est évidemment liée à l'actualité. Comment vous vivez et comment vous avez vécu votre élection pendant cette période de Covid ? Honnêtement, c'était une élection particulière. Déjà, c'était une réélection. Donc, puisque les Pont-Rambertois ont décidé de m'accorder à nouveau leur confiance, mais qui était dans un climat qui était très très particulier, puisque je vous rappelle, la veille des élections, on nous annonçait le confinement qui approchait. Donc, vraiment une ambiance quand même qui était, encore une fois, somme toute très particulière. À votre humble avis, est-ce qu'il n'aurait pas fallu la reporter, cette élection ? Est-ce qu'on était à 6 mois près ? Est-ce qu'on était à 1 an près ? Alors que je ne sais même pas si aujourd'hui on pourrait voter encore, mais c'était pas une chose à décaler ? Vous savez, je pense que si on reprend les titres des journaux d'il y a 1 an exactement à cette époque-là, on était loin de s'imaginer tout ce qu'on a traversé depuis. On est bien d'accord. Je fais pas partie de ceux qui disent il y a qu'à faire ci, il faut qu'on fasse ça. C'est vrai qu'après coup, on peut se dire que c'était on peut se dire entre nous, une connerie. Voilà. Mais je pense que c'est pas toujours évident de pouvoir prendre des décisions à un moment donné quand on n'a pas toutes les infos, les éléments en main. Et puis c'était assez nouveau. Je pense qu'à l'époque, même les plus grands spécialistes n'étaient pas d'accord entre eux. Aujourd'hui, c'est pas encore forcément le cas non plus. C'est tout à fait. Et vous savez, en matière de Covid, je vais vous rassurer tout de suite, moi, je pense qu'il y a autant de spécialistes de Covid en France que de sélectionneurs de l'équipe de France de foot. Ça en fait beaucoup. On a tous un avis différent sur la question et malheureusement, on ne sait pas quelle est la formule gagnante. Justement, est-ce que ça a changé votre façon de voir les choses, votre façon de faire campagne ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Forcément, au fur et à mesure de la campagne et que l'échéance s'approchait, plus de prudence, vous avez des personnes quand même... Enfin, un élu, c'est un contact humain, c'est aller à la rencontre de la population. On ne peut pas faire campagne que par Internet, par Facebook et que par des moyens... ça en devient pénible même. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir s'expliquer, de répondre et d'échanger en direct avec la personne. Et plus l'échéance arrivait, moins on avait la possibilité de le faire. C'était un peu frustrant, oui. Là aussi, est-ce que les projets ont changé du coup ? Alors les projets, en tant que tels, non. Les engagements qui ont été pris par mon équipe et moi-même restent les mêmes pour les 6 ans de mandat. La seule chose que nous oblige le Covid aujourd'hui, c'est de hiérarchiser davantage les priorités et les projets. Les séquencer en fait. On ne peut plus tout faire d'un coup. On a des charges supplémentaires qui sont arrivées et besoin de prioriser. Mais je serais tenté de dire, comme vous dans votre budget familial, hein, quand vous avez un peu moins de rentrée d'argent, quand vous avez plus de dépenses, vous faites des choix. C'est un rééquilibrage ? C'est un rééquilibrage fait de choix, et vous savez, pour un même budget, entre vous et moi, on fera peut-être pas les mêmes choix, ne serait-ce qu'en faisant ses courses, ou pour faire un choix entre partir en vacances ou de changer sa voiture. Chacun réagit différemment, et forcément, quand on est élu, on pense pas à soi, on pense à l'ensemble de la population, et on priorise pour être utile aux autres. Voilà, si j'aurais tendance à retenir quelque chose de cette crise, c'est quelle utilité de nos actions. Là aussi, vous nous aviez dit, il y a de nombreux spécialistes. Pour ce qui est de ce qui est légal et ce qu'on doit faire, on prend ces ordres, ces infos de la préfecture ? Tout à fait, on nous parle souvent du couple maire-préfet. Moi, j'aurais tendance plutôt à dire préfet-préfet, parce qu'en fait, c'est pas forcément de la concertation, c'est de l'information. Et puis on ne peut pas lui reprocher. Le préfet, c'est le représentant de l'État. Tout à fait. Or, en l'occurrence, les décisions, elles sont prises à Paris et elles doivent être déclinées sur le territoire. Alors après, le préfet doit faire en sorte d'essayer que ça se passe le mieux sur son territoire et d'appliquer effectivement les orientations nationales.
Après, c'est pas toujours évident en termes oui, de collectivité, de pouvoir répondre aux coups de barre à gauche, coups de barre à droite. Un jour on ouvre, un jour on ferme, un jour la cantine ceci, un jour... Et c'est ça qui a été un peu compliqué dans cette crise, c'est qu'on a eu un premier confinement qui était très clair, hein, c'était le blackout total, avec la sidération, la surprise, et un grand respect du confinement par les Pont-Rambertois. Et puis après, un deuxième confinement qui était on ne peut plus flou. Light, on a dit, hein. On naviguait à vue, clairement, naviguer à vue. Et la problématique réellement pour un élu local, c'est d'appliquer des règles qui parfois nous semblent aberrantes. Et moi, il y a des choses que je ne sais pas faire. Comment expliquer à une personne qu'elle peut effectivement aller à la messe le dimanche matin parce qu'il y aura une place sur 3 et un rang sur 2, mais qui ne va pas pouvoir aller voir un film, une place sur 3 et un rang sur 2. Vous voyez, c'est des incohérences. C'est assez compliqué, justement. Hein. Et malgré tout, on doit avancer, on doit faire confiance quand même, encore une fois, dans des spécialistes qui nous donnent des orientations pour essayer de s'en sortir. Et en l'occurrence, on voit que quel que soit le pays à l'heure actuelle, de toute façon, il n'y a pas de recette miracle. C'est qu'en se serrant les coudes, tous ensemble, et en respectant réellement ces gestes barrières, comme on le fait aujourd'hui avec ce plexiglas, qu'on pourra y arriver. Justement, vous qui êtes sur le terrain, qui êtes dans le concret, quand on a des ordres qui viennent de Paris, moi je m'étonne toujours qu'on ait les mêmes ordres. On va faire le cas aujourd'hui de la Moselle qui est vraiment touchée, et de la Loire. On pourrait avoir deux réglementations différentes finalement, parce qu'adapter les choses au département et aux situations. Et alors là, les ordres viennent de Paris et on ne sait pas finalement il y a aussi des endroits en France où il y a des régions où ils sont très peu touchés. Donc pourquoi confiner, pourquoi fermer les restaurants? C'est assez compliqué à comprendre pour un citoyen lambda quand même. Donc vous qui êtes maire, qui êtes sur le terrain, vous avez sûrement un avis plus avisé. Plus avisé, je ne sais pas. Enfin déjà, je ne connais pas le contexte mosellan en tant que tel. J'ai bien sûr entendu mon collègue maire de Metz expliquer ses difficultés. Vous savez, on était un peu dans la même situation à Saint-Just-Saint-Rambert fin octobre, parce que dans les communes de plus de 10 000 habitants en France, on était dans le top 20 des communes les plus impactées par le Covid. Parce que, entre autres, on a un impact très important sur la commune. On a 4 EHPAD, 4 maisons de retraite, une qui avait eu un cluster qui s'était déclenché. Et donc, effectivement, le ratio d'impact avait été très important. Et effectivement, dans ces cas-là, on essaye de trouver les conseils, essayer de trouver les meilleures solutions. Mais encore une fois, c'est pas si évident que ça. C'est pas aussi simple qu'une recette de cuisine où on va dire tiens, on met plus de sucre, on met plus de sel. Là, on en est très 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 loin. Et justement, on parle des EHPAD. Quel est votre degré d'implication là? Vous avez des pouvoirs? Comment ça se passe? Vous donnez votre avis? Comment ça se passe au niveau de la réglementation? Sur les EHPAD aujourd'hui, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui prend la main quand il y a une problématique. Nous, en tant que collectivité locale, on est là en accompagnement, avec des prises de contact réguliers avec les directeurs et directrices pour savoir où ils en sont dans les vaccinations à l'heure actuelle, puisque c'est le sujet. Et entre autres, la MRL, qui est la maison de retraite de la Loire, départementale de la Loire, qui est la deuxième plus grande maison de retraite de France, est complètement vaccinée aujourd'hui pour les personnes qui ont donné leur accord. Puisqu'on est dans le concret, comment ça se passe aussi pour la vaccination? Moi, je suis sur Saint-Étienne, j'ai un père qui est un peu âgé, c'est impossible de trouver un créneau, tout est bloqué, tout est complet. Comment ça se passe dans votre commune pour se vacciner? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce que vous avez là aussi des choses à court et à long terme? Alors, on avait sollicité l'Agence régionale de santé pour ouvrir sur la commune un espace vaccination. En clair, il m'a été répondu que déjà, il n'y avait pas de vaccin. Donc, ouvrir des centres de vaccination sans vaccin, c'est un peu compliqué. C'est un peu le problème. Donc aujourd'hui, clairement, la demande a été faite, elle a été officielle. Mais je pense que le fond du souci, c'est pas d'ouvrir des centres de vaccination, c'est réellement d'avoir des vaccins. Et plus vite les personnes souhaitant être vaccinées pourront l'être, mieux ce sera, je pense, pour tout le monde. Dernier point sur le concret. Vous avez parlé tout à l'heure des cantines.
Comment ça se passe aussi au niveau de la gestion? Est-ce que vous livrez des repas aux personnes âgées? Comment ça se passe dans le quotidien de la mairie? Est-ce qu'on, justement, on parlait de budget aussi, c'est des choses à mettre en place supplémentaires, ça a des coûts? Comment là aussi ça se passe? Alors, concernant les personnes âgées de la commune, effectivement, il y a un portage de repas à domicile, en plat chaud, qui est réalisé par le Centre communal d'action sociale. C'était quelque chose qui existait déjà auparavant, mais qu'on a renforcé pendant cette période, effectivement. Donc, on a également, dans ce contexte, mis en place un système d'appel et de suivi des personnes âgées de la commune qui étaient identifiées comme personnes vulnérables pendant toute la période. Concernant les écoles, là, on est sur une autre problématique, c'est éviter le brassage. Donc, sur la commune, en fait, dès le mois de septembre, on a essayé d'éviter ces brassages déjà à la cantine, qui nous a été demandé récemment, où, en fait, on a mis en place dès la rentrée le fait de rester entre enfants de la même classe. Donc, la durcification des règles récentes n'ont pas été réellement un problème pour nous, puisqu'on le mettait déjà en place. Ça, c'est une première chose. Maintenant, vous savez, on parlait d'incohérence tout à l'heure, on va en prendre une. Hein. Le jeune qui fait du sport en intérieur aujourd'hui n'a pas le droit de faire son sport aujourd'hui du type basket. Par contre, s'il fait de la danse, comme il ne relève pas du ministère des Sports mais du ministère de la Culture, il a le droit de faire de la danse. Ah, je ne savais Donc, pas. quid du non-brassage à l'école, mais qui peut être brassé le mercredi ou le samedi quand il va faire de la danse. Voilà, c'est toujours ça qui perturbe un peu, c'est que on fait le maximum en tant que collectivité pour mettre en place des choses qui sont cohérentes. Puis à l'arrivée, il y a toujours une peau de banane ou une exception qui fait que on se dit bon, on a loupé quelque chose quelque part. Donc si je comprends bien, c'est quand même pas facile à gérer au quotidien pour un maire. Non, mais bon, c'est ce qui fait le charme de la charge. Au niveau de tout ce qui est restauration aussi, il y a des restaurants sur votre commune. Quels sont les retours que vous avez? Est-ce que là aussi vous avez de l'espoir? Vous avez des infos peut-être qu'on n'a pas? Et comment vous aidez ces gens? Parce qu'on en a rencontré des restaurateurs sur Saint-Étienne et j'avoue que c'est pas vraiment agréable d'entendre les récits. Clairement, aujourd'hui, ceux qui sont les plus impactés, c'est et les restaurateurs et également les spécialistes du loisir. Hein. Tout ce qui est culture, en fait. Tout ce qui est culture, loisir. Et eux, ils sont directement impactés. Alors, sur la commune, par exemple, on a des restaurants qui sont locataires de la commune. La commune a, dès le début, entre guillemets, fait cadeau des loyers. On n'encaisse plus de loyers, ni pendant le premier confinement, ni là pendant le deuxième, pour éviter ces charges fixes qui sont la vraie problématique d'un restaurateur. C'est que il faut pouvoir. Il n'y a pas d'entrée, il faut réduire les sorties. Non, mais c'est bien de faire des prêts garantis par l'État, mais à un moment donné, les prêts, il faudra les rembourser. C'est ce que nous ont dit les restaurateurs. Donc, ça suffit pas tout le temps. Donc déjà, pour certains restaurateurs qui ont entre guillemets eu la chance d'être des locataires de la mairie, on a réduit cette charge qui est souvent une charge importante pour un restaurant. Mais ça fait de l'argent en moins aussi pour les ressources de la mairie. Oui, clairement, mais c'est un choix. C'est des choses que vous ne pourrez pas faire non plus. C'est un choix. On est d'accord. Mais c'est un choix qui est pris et assumé par l'équipe municipale qui dit non, à un moment donné, il y a besoin qu'on donne un coup de main. Eh bien, on est aux côtés de. Oui, puis c'est un choix humain. Hein. Voilà. Après, on a la plupart des restaurants de la commune qui ont mis en place le drive, hein, le click and collect. Alors, j'aime pas le mot parce que, en fait, c'est un retrait de marchandises. Autant dire, utiliser le mot français. Mais on n'utilise plus beaucoup la langue française, j'ai remarqué. Hein. Mais le retrait de marchandises, honnêtement, quand vous avez un repas du soir à prendre avant 18h, c'est quand même un peu compliqué. Tant qu'on pouvait le faire le soir jusqu'à, effectivement, aller à 20h ou 21h prendre son repas du soir, il n'y avait pas de souci. Le 18h, c'est quand même beaucoup compliqué. C'est-à-dire que votre pizza que vous avez fait à la pizzeria, pensez à la commander à 14h ou 15h pour la retirer à 17h ou 17h30. Voilà, ça nécessite quand même un minimum d'anticipation. Donc, effectivement, la durcification des règles n'a pas été dans le sens de maintenir ce minimum d'activité que la plupart d'entre eux avaient mis en place. C'est là où on a encore une aberration, c'est que tout le monde va chercher sa pizza entre 17h et 18h, et ça fait encore un bloc de personnes.
Oui, puis je serais tenté de dire, pas tout le monde justement, parce que faut quand même être honnête, aujourd'hui, le restaurateur, même s'il se lance dans ce type d'activité, c'est pour une part de chiffre d'affaires infime par rapport à ce qui... Voilà, insignifiante par rapport à son activité habituelle. C'est surtout pour garder le contact, je crois, avec l'humain, encore une fois. Je pense, mais ça fait du bien à tout le monde. Aussi de garder ce lien, parce que quand on est restaurateur, sa mission, effectivement, c'est de nourrir ses clients, mais c'est aussi d'avoir ce contact. Mais dans toutes les professions, je crois. C'est ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que l'humain, on en a besoin vraiment. Tout à fait. Notre état psychique, il est en train de se dégrader à cause de ça. En tant qu'humain, justement, est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? Ou alors il faut se préparer à vivre dans les années qui viennent différemment? Est-ce que finalement, il va peut-être pas falloir changer nos horaires de nourriture, nos horaires de loisirs, nos horaires de... Vous me parlez de la messe, peut-être nos horaires de messe? Je pense en tout cas que notre manière de consommer va évoluer. On l'a déjà vu avec des petits commerces qui se sont mis effectivement à vendre sur Internet, des petits commerces qui se sont mis à faire des paniers prêts à livrer, ou qui se sont mis aussi à la livraison pour certains. Donc je pense que les choses vont évoluer. Après, vous savez, si on fait le film sur les 10 dernières années, alors ce virus est le plus fort, mais on nous avait parlé de la grippe aviaire d'une part, après H1N1, et on était passé à peu près à travers sur ces 2 premières pré-crises. Là, c'en est une vraie. Qui dit que dans 2 ans, 3 ans, on n'en aura pas une nouvelle? Et effectivement... C'est ce que nous annonce l'OMS. Quand on a eu un président de la République qui a dit « nous sommes en guerre ». Je veux bien, mais ça sera une guerre larvée, une guerre plutôt longue dans le temps. C'est même une guerre psychologique, encore une fois, parce qu'on a des symptômes là, qui commencent à naître. Si on revient encore une fois au mois de mars, qui nous aurait dit que près d'1 an après, on se reverrait ici autour d'une table, encore avec soit des masques avant de se rencontrer, ou une vitre entre nous? Mais cette interview. Si je veux vous faire rire un petit peu, moi ça me fait plaisir, c'est plexiglas, que j'ai l'impression qu'on est revenu dans les années 70. Et si on regarde bien aujourd'hui les faits, on se rend compte qu'on est en train de revenir aux années 70, que les plexiglas ça existait, on reparle des consignes pour les bouteilles, ce qui existait. Finalement, on va faire un grand pas en arrière. Ça va me faire sourire, mais ça va me faire de la peine aussi. Parce que dans les années 70, étant né en 71, ça me parle, on avait des services publics aussi qui étaient ouverts et accessibles au public. Et ce plexi, pour moi, ça représentait la poste de l'époque. Tout à fait. Et aujourd'hui, déjà, pour trouver un bureau de poste d'ouvert qui soit disponible pour les habitants et ouvert aux horaires adaptés, c'est quand même déjà ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, vous voyez, dans les années 70, on n'avait peut-être pas Internet, on n'avait peut-être pas de mail, on n'avait peut-être pas de smartphone, on n'avait peut-être pas tout ça, mais on avait justement ce contact humain. Et cette vitre, eh bien, il y en avait dans tous les villages de France, et puis avec des amplitudes horaires. Et je crois que ce qu'on a perdu des années 70, c'est, à mon grand regret, c'est le respect entre les gens. Parce qu'on parle de plexiglas, moi je vois aussi des queues où les gens respectaient la queue, ils respectaient les distances, il n'y avait pas besoin de leur mettre des panneaux, gestes barrières, ils les faisaient quasiment par respect de l'humain. Oui, mais ça, vous savez, malheureusement, ça fait partie de l'éducation. Oui, ben là on a péché aussi. Et l'éducation, avant de parler de quoi que ce soit sur l'éducation nationale, c'est les parents qui le font. Et le respect de la queue, le respect des personnes âgées, le respect de l'humain, tout simplement. De l'humain, c'est une valeur qui doit être inculquée dans le cadre familial. Alors on a évoqué plein de choses là, dans cette petite discussion et on y reviendra plus précisément. Moi je voulais juste refaire un retour en arrière. On est en début février, donc on peut encore parler des vœux. Là aussi, la façon de présenter ses vœux à sa population a totalement changé avec ce virus. Maintenant on est dans la vidéo, dans le numérique. Mais on s'adapte. Oui. On s'adapte. En fait, l'élu local aujourd'hui, c'est un caméléon un petit peu. Hein. Il doit s'adapter à son contexte. Et effectivement, les vœux à Saint-Just-Saint-Rambert, habituellement, c'est une manifestation à l'embarcadère avec 800 personnes à peu près qui participent. C'était clairement impossible cette année. Ah bah oui, ça c'est sûr. Clairement. Donc il fallait trouver une solution différente pour parler à la population de ce qu'on avait fait, mais surtout de ce qu'on va faire, et de garder justement ce lien. Donc on a pris la décision effectivement de faire des vœux vidéo, de se promener dans la ville avec une caméra pour aller sur le terrain. J'ai beaucoup aimé, je tiens à dire, j'ai très pro, très bien.
Merci, merci. Mais ça n'enlève pas le côté de convivialité des vœux. Les vœux, c'est une partie un petit peu donc de présentation et de la politique de la ville. Et puis après, il y a vraiment un temps d'échange autour d'un morceau de galette et d'un petit verre. Et ça, effectivement, on l'a pas eu cette année. Et bon, oui, c'est une forme de frustration, mais bon, on peut pas faire n'importe quoi aujourd'hui. Oui, oui, c'est évident. Voilà. Justement, on va en profiter pour vous poser la question. Qu'est-ce qui va se passer en 2021 à Saint-Just-Saint-Rambert? Vous avez... À 2021, on continue d'investir sur les modes doux, sur une piste cyclable, entre autres, pour sécuriser les accès à un collège sur l'avenue des Barques, avec une contre-allée piéton-vélo sur cette rue principale de la commune. On va aller vers de l'exemplarité aussi de consommation énergétique sur des bâtiments anciens qui sont, il faut le dire, le mot énergivore aujourd'hui. Donc on va isoler, ou en tout cas reprendre l'isolation de la salle polyvalente. Salle polyvalente, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 45 000 € à peu près, une quarantaine de mille, 45 000, oui, ça doit être TTC, de frais de chauffage à l'année. Donc, il y a un moment donné, moi je préfère quand même arrêter de chauffer les tourterelles qu'il y a sur le toit. Justement, c'est quoi les solutions concrètes? On isole avec des produits spéciaux, on chauffe différemment, comment ça se passe là? Non, on va isoler clairement ce bâtiment qui est un bâtiment des années 70, qui a été créé dans ces années où on ne se posait pas les mêmes questions qu'aujourd'hui sur la protection de l'environnement et puis sur la rareté de tout ce qui est énergie. Voilà, donc ça par exemple sur la partie environnementale sont des exemples concrets de ce qui vont être faits là très très prochainement. J'ai vu qu'il y avait eu un gros chantier, un gros réaménagement des bords de Loire aussi. Donc j'imagine qu'il y a deux choses, c'est l'aspect visuel et puis aussi on attire un peu les gens de sa commune et peut-être même d'ailleurs pour venir se promener, pour venir faire des activités. Alors j'ai l'habitude de dire sur ce bord de Loire qu'on a fait d'un pépin une pépite. Un pépin pourquoi? Parce qu'on se retrouvait avec une friche industrielle à la fermeture du Gossois qui était installée sur les bords de Loire. Mais cette friche industrielle donnait pas envie de s'y promener. Donc on a d'abord racheté les lieux, on les a retraités avec Epora, qui est une structure régionale de traitement justement des friches. Et puis une fois qu'on a éliminé tous les vieux bâtiments, eh bien on a commencé à réaménager par tranches. Donc la première tranche s'est terminée effectivement cette année. On va rattaquer la deuxième tranche à partir de septembre. Pourquoi qu'à partir de septembre? C'est que je souhaite que les habitants puissent profiter pleinement aussi de l'espace cet été. Il va en avoir besoin en plus. Et honnêtement, on fait un peu le pari de se dire que on va pouvoir enfin ressortir dehors et profiter plus des ambiances festives aussi qu'on met en place sur ces bords de Loire avec des concerts d'été. On espère. On espère de pouvoir le faire cette année. Justement, j'ai vu qu'il y avait une piste de skateboard, donc je pense que j'ai passé l'âge. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, qui a vraiment retenu mon attention, c'est la fameuse guinguette. Et c'est ce que j'imaginais, parce que quand je parle avec les gens de la culture, il va falloir se réinventer aussi au niveau de la culture, notamment au niveau des discothèques. Ça veut dire que la guinguette, on va pouvoir danser en plein air, on va pouvoir faire la fête? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a le skatepark, effectivement, et la guinguette d'autre part. Le but du jeu de la guinguette, c'est pas de faire une boîte de nuit en bord de Loire. Hein. Ah mince, c'est plutôt un snack cosy pour permettre aux familles qui se promènent de prendre un moment sympa, soit pour manger une glace, soit de prendre une salade, soit se désaltérer dans un cadre sympathique. Elle sera fermée le soir à 21h. Hein. Donc c'est pas. Je l'avais bien compris, mais il y aura des soirées spéciales avec les concerts. Il y aura oui, les concerts devraient continuer quand on pourra en faire, parce que je vous rappelle encore qu'à la date d'aujourd'hui de cet entretien... Non, mais là on est optimiste, l'été, le virus va pas partir. Non, le but du jeu, c'est pas de faire une boîte de nuit à 7 heures. Non, mais j'ai bien compris, c'était de l'humour. Hein. Mais cette guinguette, elle est là pour... je vous disais tout à l'heure, quand on est élu de tout. Les Pont-Rambertois. C'est eux qui nous ont élus. Et effectivement, le skatepark a été réalisé en partenariat avec le conseil municipal des enfants, qui m'ont demandé tel ou tel type d'aménagement, qui l'ont porté et qui ont vu sa réalisation. Donc,
On s'adresse à des plus jeunes d'un côté avec le skatepark, et de l'autre côté, on s'adresse à des familles ou des personnes plus âgées avec cette guinguette entre guillemets. Voilà, c'est être élu de tous. C'est un endroit aussi où on va pouvoir manger une salade. Vous avez dit, mais est-ce qu'on va pouvoir pêcher? Parce que j'ai vu qu'il y avait la fédération de la pêche qui va venir s'installer chez vous. Alors, la fédération départementale de la pêche va venir effectivement sur la commune, mais pas sur le site des bords de Loire. On a un autre site très intéressant et très protégé qui s'appelle l'étang David, qui est une copropriété entre le département de la Loire et la commune, et qui est un espace naturel sensible. Avec les oiseaux migrateurs, avec tout cela, nous avions une structure sur cet espace, une ancienne ferme, avec un corps de ferme qui va être réhabilité effectivement pour abriter dans quelques temps la Fédération départementale de pêche. Ce qui est très intéressant pour les pêcheurs sur notre commune, c'est que à quelques minutes, ils ont tous les types de pêche. Ils peuvent aussi bien aller dans le canal du Forêt, ils peuvent aller faire de la truite dans la rivière du Bonson, ils peuvent aller faire du gros carnassier type silure dans la Loire. Donc en 5 minutes, ils ont accès à tous les types de pêche autour de la fédération, et ça c'est quand même très intéressant aussi pour nos amis pêcheurs. Et techniquement, ça se passe comment? C'est la mairie qui propose un local ou c'est la fédération qui vous a contacté en vous disant on veut venir à Saint-Just-Saint-Rambert? C'est un travail très ancien, puisque la première étude qui avait été faite pour la fédération de pêche date d'Alain Laurendon, qui était le maire précédent et qui est vice-président actuellement au département, ce qui a permis d'améliorer, enfin de faire avancer le projet et de mettre de l'huile dans les rouages. Les citoyens, nos concitoyens ont besoin de beaucoup de sécurité aussi aujourd'hui, c'est une des premières demandes. J'ai vu que vous aviez une police municipale qui s'étoffe, puisque vous étiez à 3 personnes et il va y avoir 7 personnes. Moi j'avais envie de vous poser une question toute bête, il y a vraiment besoin d'une police municipale à Saint-Just-Saint-Rambert? C'est dangereux ça, Saint-Just-Saint-Rambert? C'est pas que c'est dangereux, c'est qu'on aime notre tranquillité. Et que aujourd'hui, effectivement, la tranquillité sur l'espace public, elle passe par plusieurs choses. Déjà, l'investissement dans des caméras de vidéoprotection. On met à peu près 40 000 € par an sur la table sur ce sujet. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on a renforcé le contact de proximité, et notamment avec les jeunes, en faisant un partenariat avec la Gazef, qui sont des médiateurs sociaux, et qui vont au-devant des personnes pour voir et discuter et améliorer les choses. Des médiateurs un peu. Oui, c'est médiateurs sociaux, c'est exactement cela, mais c'est un complément. Également, effectivement, vous le dites, un renfort de police municipale. On est passé déjà de 3 à 6 en personnel ASVP plus policiers municipaux. On est en train d'embaucher la 7e personne aujourd'hui. On ne va pas s'arrêter là. Le but, c'est d'arriver à 9 avant la fin du mandat. Pourquoi? Parce que la mission du policier municipal, elle a évolué. Avant, on lui demandait quoi? D'être à l'entrée et à la sortie de l'école, d'être en proximité, en îlotage dans le centre-ville. Et de plus en plus, on voit qu'il y a besoin de présence au beau jour le soir, justement, parfois sur les bords de Loire. Il y a beaucoup d'incivilité. Ah bah clairement, moi je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, mais je pense que ce problème d'incivilité est réel et dans toutes les communes aujourd'hui, parce que, on parlait d'éducation tout à l'heure, à un moment donné on aura beau mettre toutes les caméras qu'on veut, embaucher tous les policiers municipaux qu'on veut, si à un moment donné les parents ne font pas leur rôle de parents, et qu'on retrouve parfois des jeunes de 12 ou 13 ans à 2 h du matin dans les rues, moi, il y a un moment donné, il y a des choses que je ne sais pas faire. Et il faut aussi que les parents, et certains parents se remettent en cause, pour assumer ce rôle de parent. Je vous pose cette question parce qu'on lit souvent l'incivilité, aujourd'hui, à la pauvreté. Alors, il y a des quartiers de Saint-Étienne où on peut dire qu'il y a une population pauvre, il y a plus d'incivilité. Et dans l'imaginaire, on se dit Saint-Just-Saint-Rambert, c'est des gens assez aisés, c'est une ville calme. Et on se dit, il y a peut-être moins d'incivilité, donc vous me dites qu'il y a quand même de l'incivilité. Donc ça ne vient pas du porte-monnaie, finalement. Mais vous savez, je pense que le jeune... l'éducation du jeune ne vient pas du pouvoir d'achat de ses parents. Pas du tout. Je pense même que certains parents qui, parfois, peuvent
avoir certaines aisances, sont peut-être moins souvent présents à la maison et voient peut-être un peu moins ce qui se passe avec certains de leurs enfants. Puis je vais vous rappeler une chose, hein, c'est qu'autour de la commune, il n'y a pas de frontières. Hein. Tout à fait. N'importe quel jeune extérieur à la commune peut venir se retrouver, jeune ou moins jeune d'ailleurs. Et heureusement, ça fait partie de l'attractivité de la commune aussi. Moi, je préfère qu'on parle d'une commune qui vive aujourd'hui à comme Saint-Just-Saint-Rambert qu'une ville dortoir. Tout à fait. On a parlé aussi de restaurants. On va revenir au commerce, que j'ai lu que vous alliez revitaliser le centre-ville, si je ne dis pas de bêtises, et que vous alliez embaucher un manager de centre-ville. Comment on procède et quel est le but finalement? On comprend bien que c'est d'attirer des magasins et des clients, mais comment on procède? Alors, on a déjà procédé par une étude réalisée par un cabinet extérieur qui, durant ces derniers mois, ont été au-devant de la population, au-devant des commerçants pour faire un état des lieux et faire des propositions d'amélioration. Première chose. Deuxième chose, effectivement, il nous manque ce manager de centre-ville aujourd'hui pour mettre en adéquation l'offre et la demande. On a par exemple sur le centre de Saint-Rambert des boutiques qui sont libres mais de petites dimensions qui ne correspondent pas aux besoins par exemple de personnes qui voudraient s'installer en ayant des plus grandes et vice versa. Aujourd'hui un commerçant est tellement pris par son commerce qu'il ne peut pas forcément monter des opérations commerciales pour le collectif. Donc ce manager il est là pour mettre de l'huile dans les rouages aussi et puis amener nos commerces ou ceux qui ne l'auraient pas encore fait à s'ouvrir sur du commerce digital aussi. Aujourd'hui, le commerce a évolué. Et effectivement, la manière de consommer de nos habitants aussi. Donc, sa mission aussi, ça sera de faire évoluer vers un système de site internet qui serait du type acheter à saintjustsaintrambert.com ou quelque chose comme ça, qui pourrait rassembler l'ensemble des commerçants, faisant une proposition d'internet. Encore une fois, c'est pas physique ou digital, c'est physique et digital. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de gens, des environs et peut-être de plus loin, qui vous demandent des commerces, pour ouvrir des commerces sur votre commune? Est-ce que ça a changé avec ce Covid? Est-ce qu'il y a je pense un frémissement, quelque chose? Vous-même, vous auriez un projet d'ouvrir un commerce. Ouais. Ça vous inciterait à le faire en ce moment? Si on est tous pessimistes comme moi, ça va être compliqué, mais il faut rester optimiste. Bien, si on prend l'exemple juste de ces derniers jours, sur notre commune, on a une friperie qui a ouvert, donc une personne qui a pris quand même le pari en tant que tel d'ouvrir sa boutique. Et cette semaine, un restaurant rapide juste en face de la mairie qui fait des burgers et des tacos. Donc on a quand même des personnes qui aujourd'hui qui osent et qui peuvent être soutenues en cela, honnêtement. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'un centre-ville qui meurt. Ah bon, on l'a vu. Mais justement, c'est peut-être l'effet positif du Covid. On se rend compte, notamment nous, avec les discussions qu'on a, que les gens réclament de plus en plus de circuits courts. Oui. Que je crois que les grandes surfaces, déjà entre le fait de les fermer et le fait d'un trop grand nombre de personnes en même temps, je crois que les gens ont envie, peut-être si le prix n'est pas très différentiel, ont peut-être envie de retourner dans ces petits commerces, peut-être de retrouver de l'humain justement, peut-être de rediscuter avec son boucher, avec son boulanger, c'est peut-être cette convivialité qu'on avait perdue avec les grandes surfaces et l'Internet aussi, parce qu'on a beau être en contact avec le monde, finalement on se rend compte que derrière un écran, on est bien tout seul. Je partage. Non, mais c'est le côté positif du Covid, on a analysé un peu notre vécu. Après, il faut toujours se méfier du chasser naturel, il revient au galop quand même. Les habitudes, elles sont difficiles à perdre, mais moi, je pense que les circuits courts ont peut-être de l'avenir avec des prix raisonnables et que tout le monde y trouve son compte. Vous savez, je vais prendre un exemple sur la commune. On est une terre de maraîchers. Certains maraîchers faisaient déjà de la vente directe sur la commune. Et d'autres maraîchers se sont retrouvés du jour au lendemain, au mois de mars, sans possibilité de vendre sur certains marchés. Oui. Vous savez, les marchés stéphanois étaient fermés pendant cette période et ont mis en place de la vente directe à la propriété. L'ensemble des marchés ont été remis en place depuis, fort heureusement, mais certains d'entre eux ont gardé cette formule de vente directe parce qu'effectivement ils se sont rendus compte que cette offre correspondait à une demande. Et puis je crois qu'on supprime pas mal d'intermédiaires aussi.
Justement, on n'est pas loin de Montbrison, on va parler tout à l'heure de Loire-Forez agglomération. Est-ce que le plus beau marché de France de Montbrison, finalement, ça a eu des retombées sur le coin, sur la région? Je pense qu'en tout cas, pour l'ensemble de notre territoire, c'était une superbe vitrine. Déjà, en termes de connaissance de notre territoire, parce que quand on parle de Montbrison, on parle du Forêt, on parle plus largement de la Loire. On parle de la Fourme. Et déjà, quand on parle du Forêt, il faut faire du marketing territorial, comme on peut le dire. Et souvent, quand on parle de la Loire, et il y a juste à parler, en parlant, si vous avez l'occasion d'aller sur Google, taper Loire, on va pas sur le département, hein, on va sur les châteaux. Ouais, puis on va généralement sur Nantes quand on parle de Loire. Voilà, donc impressionnant. Et je pense que les lumières qui ont été mises sur notre territoire à cette occasion, on en perçoit encore les fruits aujourd'hui, parce que quand on voit des reportages qui ont suivi, par exemple dernièrement sur le col de la Loge, sur voilà, sur ce qu'on peut faire sur notre territoire, ou même sur la Fourme qui a été mis en avant, tout ce qui permet en tout cas à notre territoire d'être mis en avant, moi je le salue. On a parlé des marchés. Les marchés à Saint-Just-Saint-Rambert, c'est quand? Le gros marché est le dimanche côté Saint-Rambert, et on a deux marchés, un sur Saint-Just le samedi matin et un autre le jeudi matin. On va rentrer un peu dans la politique. Vous vous étiez présenté comme à vos élections pour la députation. Vous aviez été aussi également candidat à la présidence des Républicains. Vous m'avez dit que ça datait un petit peu, mais bon, c'est quand même dans votre CV. Aujourd'hui, vous êtes quoi politiquement? Vous êtes divers droite? Moi, je tiens à ma liberté, voilà. Je suis divers droite. J'aime bien dire oui quand je pense oui, et non quand je pense non. Et clairement, aujourd'hui, je pense que les gens se trouvent plus enfermés dans des idées, mais enfin voilà, je veux pas être enfermé dans une structure dans laquelle je partagerai pas l'ensemble du positionnement, voilà. Donc effectivement, je pense que parfois, je peux être d'accord sur des propositions des uns, ou en désaccord. Donc j'aime bien ce terme de divers droite, ouais. Et justement, vraiment une question politique. Je vous avais rencontré pour votre campagne pour être député. On peut dire que le score était quand même décevant. Oui. Est-ce que justement le fait d'être libre et d'être sans parti, ça n'a pas joué? Est-ce que si vous aviez une étiquette En Marche, vous ne seriez pas aujourd'hui député? Mais je vous ai déjà répondu dans ma démarche. Non, mais je n'aime pas les étiquettes. Et la question s'est pas posée à ce moment-là, et elle ne se pose pas. Donc personnellement, pas de remords et pas de regrets. Je préfère conserver cette liberté. Cette indépendance. Cette indépendance, oui. Justement, on est en... Quitte à ce qu'elle me coûte cher à l'arrivée. Oui, mais ça c'est un choix, et comme on dit, il faut être bien dans ses baskets, voilà, avant tout. On est en 2021, c'est prévu, je crois, les 13 et 20 juin, je crois, les élections départementales et régionales. Est-ce que vous allez jouer un rôle? Est-ce que vous allez être candidat? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque l'ancien maire de Saint-Just-Saint-Rambert est vice-président? Alors je pense qu'il est réellement trop tôt pour parler de ce sujet-là. Déjà, bon, est-ce que vous êtes sûr que les élections vont avoir lieu en juin? Moi, honnêtement, je vais appeler le président, mais je vous rappelle. Honnêtement, il n'y a pas une personne qui m'a arrêté dans la rue ces derniers temps pour me dire « Ah, on est bien d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des départementales ou des régionales. » Ça n'intéresse personne aujourd'hui. C'est que les partis aujourd'hui, on est quand même dans une urgence et on a une crise à gérer. Honnêtement, pour moi, c'est inconcevable aujourd'hui de se dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, alors que l'urgence est déjà au quotidien et que déjà 2 jours ou 3 jours avant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc il faut être sérieux. Moi, au jour d'aujourd'hui, vous me dites c'est en juin, très bien, je l'ai entendu comme vous, ça a été dit la semaine dernière. Mais moi, j'invente rien, je lis les journaux. Bah. Moi, je suis pas candidat. Je suis un petit peu perplexe, mais bon, on verra ça. Et puis, il faut laisser aussi les différents sortants se positionner pour dire quelles sont leurs intentions. Voilà. Que ce soit pour le département ou pour la région. Je crois qu'à ce jour, il n'y a pas grand monde qui s'est déclaré sur ces sujets-là. Il y en a quelques-uns qui sont déjà dans les starting blocks. Hein. Donc, laissons le temps au temps. Mais une élection, ça se prépare aussi. Donc, on ne se prépare pas 15 jours avant. Oui. Donc, il faut bien avoir une réflexion, non? Je vous dis, moi, j'ai pas plus de choses à dire sur le sujet, puisque pour pouvoir décider ou pour pouvoir avancer, il faut avoir les éléments. Et aujourd'hui, les éléments ne sont pas réunis. Dernier sujet passionnant. Aujourd'hui, on se rend compte, justement, on parle de département, de région.
on se rend compte que c'est les métropoles qui ont pris le plus de place. On a Saint-Étienne Métropole qui est vraiment quelque chose qui est important à Saint-Étienne. Vous faites partie de Loire-Forez Agglomération. J'ai vu que ça avait changé plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Loire-Forez Agglomération et finalement à quoi ça sert? Alors, les agglomérations ont évolué suite à la loi NOTRe qui imposait des regroupements de collectivités. Et de savoir qui voulait travailler avec qui et pour quel projet. En l'occurrence, Saint-Just-Saint-Rambert a fait le choix de rester avec Montbrison au sein de Loire-Forez, avec cet équilibre qui est historique de ces deux communes, qui sont les villes-centres. Et cet équilibre est intéressant parce que il y a un équilibre entre ces pôles urbains, du périurbain, et également les zones rurales qui sont les monts du Forez. Et aujourd'hui, ce territoire qui va de Husson à Noir-Étable, on va dire, permet d'avoir une diversité de territoires, mais qui nous enrichit les uns les autres, en ayant effectivement ces équilibres à trouver entre les différentes tailles de communes. Et effectivement, Saint-Just-Saint-Rambert est la porte d'entrée de Loire-Forez et assume ce rôle de grand frère de Montbrison aujourd'hui sur cette intercommunalité. Alors après, ces intercommunalités ont tendance à prendre de plus en plus de compétences, effectivement. Et ça, il ne faut pas que ça se fasse au détriment, effectivement, de la proximité, comme on disait tout à l'heure, des habitants. C'est-à-dire que quand on se rend vite compte, quand il y a un problème d'ordures ménagères, on appelle tout de suite la commune. Même si c'est le Loire-Forez Agglo qui en a la responsabilité, il n'empêche que la base est d'appeler sa commune pour régler le problème. Et c'est normal. Et heureusement que c'est encore comme ça. Ou encore dernièrement ce week-end où j'ai été alerté sur des problèmes de facturation d'eau. L'eau est quelque chose qui a été transféré à l'agglomération Loire-Forez, mais il n'empêche que l'échelon de proximité reste toujours l'échelon de la mairie. Voilà. Donc il faut conserver cette proximité tout en assumant les compétences. Et donc, le rôle finalement de cette agglomération, c'est quoi? Si tous les petits problèmes quotidiens, on se tourne vers la commune, c'est quoi son rôle? C'est de la communication? C'est tout simple, c'est de faire mieux à plusieurs que ce que chacun pourrait faire seul dans son coin. C'est de fédérer. Mettre les choses en commun. Mettre les choses en commun. Vous savez, quand vous êtes une petite commune et que vous avez 500 mètres de route à refaire, vous aurez moins de poids pour négocier le prix des 500 mètres à refaire que si vous êtes dans un collectif avec X centaines de kilomètres qui vont être négociés. C'est de faire mieux à plusieurs, encore une fois, que chacun dans son coin. Et c'est de fédérer aussi peut-être les outils. Là, on est en période de neige, les chasse-neige, des choses comme ça. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que la neige, pour être réactive, vaut mieux le gérer en local. D'accord. Parce que si vous attendez que quelqu'un de la plaine décide de sortir à 1h ou 2h du matin pour aller enlever la neige, généralement, il y a un laps de temps et de réactivité qui est quand même beaucoup plus longue. Donc, il y a des choses, vous voyez, où il faut trouver le juste milieu. Quand on est à Loire-Forez Agglomération, est-ce qu'on se tourne vers Saint-Étienne Métropole ou Roanne Agglo? Est-ce qu'il y a des partages là aussi, il y a des choses en commun ou alors c'est des choses complètement différentes? Non mais on n'est pas une réserve d'Indiens. Alors c'est vrai que les gens qui viennent chez nous habiter sur Loire-Forez, viennent chercher une qualité de vie. Ça se voit avec le dernier recensement où on est un territoire qui se développe. Et forcément les gens qui viennent chez nous viennent aussi d'autres territoires. Donc on tient à garder cette qualité de vie, mais bien sûr qu'on doit avoir un travail en commun sur certains sujets qui sont transverses, et notamment les moyens de communication qui font partie du débat nécessaire. J'ai vu des communes de la Loire qui font de la publicité pour attirer des habitants. Vous, est-ce qu'il y en a besoin ou alors est-ce que c'est tout naturel que les gens viennent chez vous? Parce que j'ai dit 15 000 habitants, vous m'avez dit même un peu plus. Oui, je n'ai jamais fait partie des élus qui faisaient la course à la taille. Plus vous avez d'habitants... Plus il y a de problèmes. Non, c'est pas plus il y a de problèmes. Mais vous avez plein de choses qui sont sous-jacentes. Plus d'habitants, c'est aussi plus de jeunes à la cantine. C'est plus de réseaux. C'est plus de réseaux, que ce soit routier ou souterrain. C'est plus de tout. Donc, à l'arrivée, il faut avoir un développement équilibré et régulier,
mais voilà, la course à la taille n'a jamais fait partie en tant que telle d'un objectif. C'est une résultante plutôt de politiques qui sont mises en place. Je pense que les gens qui veulent venir s'installer sur une commune viennent chercher un tissu associatif, on disait tout à l'heure des commerces, ils viennent une qualité de vie. Et c'est vrai que, alors je suis le premier commercial de ma commune, vous me direz c'est normal, mais à Saint-Just-Saint-Rambert, à 5 minutes à pied, où que vous habitiez, vous êtes à la campagne. Soit vous êtes sur des chemins au bord du canal du Forêt, soit vous êtes sur le bord de la Loire, soit sur les hauteurs, sur les hauteurs de Saint-Just, mais vous avez cet équilibre de ville à la campagne. Et clairement, ce concept de ville à la campagne, on veut le conserver. Vous avez fait un premier mandat de 6 ans. Est-ce que ça a changé votre vision des choses, ces 6 ans d'expérience? Vous n'étiez pas un professionnel de la politique, comme on dit, vous étiez quelqu'un qui travaillait dans le privé. Et vous continuez d'ailleurs, je crois. Est-ce que ça a changé votre vision sur la vie, sur la politique et sur ce qu'il faut faire dans une commune? Parce qu'on a tous un avis quand on est en dehors, et quand on est dedans, on dit finalement, c'est pas tout à fait comme je l'avais imaginé. Alors, oui, déjà j'ai gardé un pied dans le monde du privé parce que pour moi il est nécessaire de garder aussi les pieds dans la réalité du quotidien. Et que 2 jours par semaine, on dise « Bonjour Olivier, machin, tu vas bien ?» et avoir des comptes à rendre aussi à un employeur, ça change du cadre Monsieur le maire, du cadre un peu plus carré. Et j'ai besoin de ça, ça fait partie de mon équilibre. Et je trouve que c'est bien. Après, sur le retour sur ces 7 ans, c'est que on voit de manière beaucoup plus transversale notre société. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure, oui, Saint-Just-Saint-Rambert est une commune avec une image assez riche. Non, il n'y a pas que des, entre guillemets, riches à Saint-Just-Saint-Rambert. Je suis dans la caricature. Vous voyez, avoir touché du doigt la réalité sociologique, c'est ce qui fait le plus la différence aujourd'hui quand on est élu local et quand on doit répondre pour le mieux à des problématiques de personnes qui parfois sont vraiment viennent passer votre porte en dernier recours. Ça, c'est le principal enseignement. Et puis après, le deuxième enseignement, c'est le plaisir de monter des projets. Moi, je suis un maire qui est un peu un maire bâtisseur. J'aime sortir des projets, faire avancer la commune, changer les entrées de ville, soutenir la mise en place du cinépôle, voilà, mettre en place les bords de Loire dont on parlait tout à l'heure. Voilà, un homme de projet, ça c'est le côté qui me plaît le plus, mais c'est au service des autres. Pour terminer, en quelques mots, l'avenir de Saint-Just-Saint-Rambert, c'est quoi? C'est une ville plus écolo, une ville plus à la campagne, une ville du futur, une commune, je ne sais pas comment on dit, une ville ou une commune? Alors, c'est une commune, encore une fois, comme je disais, attractive, mais où tout le monde se sente bien chez soi et dans sa ville. Se sentir bien chez soi, c'est trouver cet équilibre de vie personnelle et de vie collective, donc avec un tissu associatif vivant. Se sentir bien dans sa ville, c'est aussi avoir du plaisir à sortir de chez soi, comme ce week-end quand il faisait beau. Moi, j'ai eu un grand plaisir de voir. Alors, effectivement, il y avait eu de la neige et les gens voulaient aussi profiter de ce cadre sympathique, mais profiter du lieu. Également, alors vous dites plus écolo, c'est pas ça, je pense que... c'est la mode, l'écologie. Oui, mais justement, je fais pas ça pour être à la mode. J'ai des enfants, j'ai 3 filles, et je dirais plutôt plus respectueuse de l'environnement. Ça me va plus que l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, l'écologie, quand on en parle, c'est de l'écologie politique. Tout à fait. Et moi, j'ai jamais pensé que l'écologie était politique. On est d'accord. Pour moi, l'écologie, c'est des choses qu'on met en place au quotidien. C'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre, c'est une façon de changer également sa manière de vivre, qui va aller en s'accélérant. Et effectivement, c'est plus respectueuse de l'environnement. Oui, là, je suis d'accord avec vous. Ouais. Si tout se passe bien, on aura droit à des concerts sur les bords de Loire cet été?
on va se l'employer, mais bon... On a déjà des scoops, des noms, aucun scoop. Des grosses pointures. Aucun scoop. Alors, je vous reprends. Moi, les concerts de Bord-de-Loire, c'est plusieurs thématiques. Je sais bien. C'est une pointure, effectivement. Je me souviens avoir été invité avec Magic System, si oui, ou alors quelque chose dans ce style. Collectif Métissé. Collectif Métissé, voilà. Non, c'est une pointure, mais c'est aussi des scènes locales, mais c'est également éventuellement des soirées foot pour le championnat d'Europe. C'est l'essentiel en tant que tel, c'est de se retrouver et de passer un bon moment. Pour les uns de prendre une bière, pour les autres de danser ou de chanter. Et encore une fois, c'est un peu le fil rouge de ce que je vous dis aujourd'hui dans l'intergénérationnel, mais c'est ça qui fait le plus plaisir, c'est de retrouver sur ces bords de Loire des jeunes de 7 à 77 ans, comme dit l'expression. Et peut-être envie de faire travailler aussi des artistes locaux qui ont bien souffert aussi. Effectivement, mais on s'y est employé avec notre saison culturelle qui malheureusement était très bien bâtie. Tout était prêt pour avoir une très belle saison à la Passerelle, qui est cette salle de spectacle qu'on a réaménagée dans les anciens locaux du Cinéma Family. Et c'est parti remise. Vu votre dynamisme, je vois que vous restez optimiste pour l'avenir. Ah oui, si on prend l'exemple de la culture, si on passe pas par la porte, on passe par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on a mis en place avec l'adjoint à la culture? C'est qu'aujourd'hui, on a décidé d'envoyer les artistes directement dans les écoles, puisque les écoles ne peuvent plus venir aux salles de spectacle. Donc on a passé certains accords avec certaines troupes qui, aujourd'hui, vont dans les écoles élémentaires pour maternelle déjà, et élémentaire, pour faire des spectacles, mais dans les écoles, parce que c'est encore un antagonisme, mais on peut amener la culture à l'école, mais l'école ne peut pas aller dans la salle de spectacle. Donc voilà, on essaye toujours de trouver des parades, et effectivement, le but d'un élu, c'est pas de rester les deux pieds dans les mêmes sabots, comme diraient mes grands-parents, qui étaient bourguignons, mais effectivement d'aller de l'avant, et c'est ça le plus important, toujours droit devant. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. On souhaite longue vie à Saint-Just-Saint-Rambert, puisqu'on le rappelle, c'est une commune qui a fusionné en 1973. C'est une commune qui, quand on regarde un peu sur les archives, il y a il y a eu beaucoup de choses à Saint-Just-Saint-Rambert, notamment, je ne sais pas si je dis les bons termes, c'était des battleurs qui transportaient le bois sur le fleuve. Oui, les mariniers qui sur les rambertes qui remontaient la Loire avec le charbon. Donc tout ça, c'est passionnant. Je sais qu'il y a aussi un beau musée chez vous. Tout à fait. Donc il y a plein de choses à découvrir, il y a le plein air, il y a énormément de choses, donc on vous conseille de venir faire un tour à Saint-Just-Saint-Rambert. Merci encore pour l'accueil, et puis nous on vous suit, donc si jamais vous êtes candidat à une élection future, vous nous faites signe. Merci beaucoup. Merci et à bientôt.